« 150 000 voyageurs. Tel est le trafic grande ligne d'un jour de pointe à Paris-Austerlitz, qui dessert le sud-ouest, la plus importante des 6 régions SNCF par sa superficie et la longueur de ses voies. Chaque année, plus de 6 millions de voyageurs quittent Austerlitz pour cette grande région à vocation touristique. Quant au trafic banlieue, il est en augmentation constante et représente actuellement plus de 50 000 voyageurs par jour. Les premiers bâtiments ont été construits en 1841. En 1867, on édifia les constructions actuelles. Pour l'exposition universelle de 1900, la ligne fut prolongée jusqu'à Paris, quai d'Orsay. Enfin, en 1939, devant les difficultés d'exploitation, le terminus grande ligne fut reporté à Paris-Austerlitz. Enserrés par 2 grands axes routiers, l'hôpital de la Salpêtrière et le pont du boulevard de la Gare, qui forment un goulot très étroit, les emprises sont inextensibles. D'autre part, l'écoulement des trains est ralenti à l'entrée et à la sortie de la gare. En effet, au nord, les voies de banlieue sont insérées au milieu des voies de grande ligne. Au sud, c'est l'inverse qui se produit. Cette disposition crée des cisaillements. Lorsqu'un train de banlieue et un train de grande ligne arrivent ou partent ensemble, il est nécessaire d'en arrêter un pour laisser passer l'autre. Toutes ces raisons ont conduit la SNCF à construire une gare de banlieue enterrée et raccordée en surface aux voies latérales, au-delà des points de cisaillement. Cette solution permet en outre de récupérer 4 voies au profit des installations de grande ligne. La gare souterraine comprend 2 niveaux. Celui des 4 voies de banlieue, desservies par 2 quais, et à l'étage inférieur, la salle réservée à la circulation des voyageurs. Elle est reliée aux quais, aux lignes de métro et aux sorties par des escaliers et des escaliers mécaniques. L'ouvrage est construit dans des terrains très variés, comportant des remblais, des alluvions anciennes et modernes, des marnes et caillasses, et enfin, les étages du calcaire. À l'étiage de la Seine, la nappe phréatique se trouve à 7 mètres sous le terrain naturel. Il a également fallu tenir compte de la présence sous les voies de banlieue d'un égout important de la ville de Paris. Les travaux se divisent en 2 lots. La gare proprement dite, les trémies et les souterrains d'accès. La gare est construite à ciel ouvert et en 2 étapes, afin de libérer chaque fois le terrain nécessaire à la construction d'une demi-gare. 270 000 mètres cubes de terrassement descendus jusqu'à 15 mètres de profondeur. 100 000 mètres cubes de maçonnerie, 9 000 tonnes d'acier seront utilisées à cet ouvrage. 87 000 mètres carrés de revêtements étanches protégeront la gare de l'action des eaux. D'importantes installations de chantier sont établies en partie à l'extérieur de la gare. D'autre part, pendant toute la durée des travaux, les voyageurs de banlieue utilisent des escaliers et passerelles provisoires. Pour les travaux à exécuter à ciel ouvert, les études ont montré l'intérêt d'utiliser la technique dite des parois continues en béton moulées dans le sol. 2 procédés sont utilisés: forage rotatif et benne preneuse. Une tranchée est creusée jusqu'au calcaire sans blindage car elle est constamment pleine de boue bentonitique. Après le terrassement, la cage d'armature du panneau est descendue dans la fouille dont une extrémité est obturée par un tube à ailettes. Ensuite,
le béton est mis en place au moyen d'un tube plongeur qui est relevé progressivement durant le remplissage. Le béton envoyé le premier reste en surface au contact de la boue bentonitique qui, refoulée, est récupérée, rénovée, puis remise dans le circuit. La couche de béton polluée par la boue est enlevée. La confection des parois commence donc par la construction de la murette guide. Puis, on introduit la boue bentonitique. Cette boue est obtenue par dissolution dans l'eau d'une argile spéciale, la bentonite, qui pendant le terrassement empêchera les parois de la fouille de s'effondrer. Les foreuses rotatives entrent en action les premières pour creuser jusqu'à une profondeur d'environ 15 mètres. Les bennes preneuses interviennent ensuite pour enlever la terre comprise entre deux forages successifs et terminer le creusement de la tranchée. La cage de ferraillage est descendue dans la fouille, toujours remplie de bentonite. L'extrémité est fermée par un tube cylindrique à ailettes qui forme le demi-joint en creux dans lequel le panneau suivant viendra s'emboîter. Enfin, le béton amené sur le chantier par conteneur automobile est envoyé par un tube plongeur à travers la bentonite dans le fond de la tranchée. Ainsi, panneau après panneau, il est constitué une enceinte à l'intérieur de laquelle les terrassements de la gare sont effectués. Le terrassement terminé, les murs dégagés sont étayés par des butons et le radier est construit sur une semelle de propreté. L'étanchéité des murs est obtenue à l'aide de matériaux souples, enrobés de bitume et posés à chaud. La structure de la gare souterraine se dessine. Les deux demi-gares sont séparées par le mur central en cours de construction. Alors que le trafic continue normalement malgré l'importance des travaux, la dalle de couverture supportée par le mur central et les murs latéraux termine le gros œuvre. Elle est coulée par tronçons de 20 mètres de long et de 18 mètres de large. Son épaisseur est de 0,70 m. Amené par air comprimé, le béton est mis en œuvre par vibration. La dalle, étuvée sous une enceinte saturée de vapeur d'eau, obtiendra en 40 heures la même résistance qu'en 8 jours de séchage avec les procédés classiques. Enfin, elle reçoit son étanchéité du même type multicouche que celle employée sur les murs. Durant les travaux, une des préoccupations essentielles des constructeurs a été la lutte contre l'eau. C'est une technique mise au point par les Hollandais qui a été utilisée. Un tube perforé en bois est disposé à l'intérieur d'un puits. Entre ce tube et les parois, on place un gravillon calibré formant filtre. L'eau épurée par le gravillon se rassemble au fond du puits. Elle est pompée et rejetée dans les égouts. Pour éviter l'entraînement des particules fines contenues dans le terrain, le puits à foncer est descendu dans le calcaire de telle sorte que le niveau de la nappe soit rabattu plus bas que les radiers des ouvrages. 15 puits de ce type ont été installés de part et d'autre du chantier. Pour assécher la zone des souterrains,
Le rabattement de la nappe aquifère est obtenu par pompage dans la partie inférieure des puits d'attaque. La gare est reliée au nord au souterrain Valubert par une tranchée, au sud aux voies de surface par des tunnels et des trémies dont les travaux constituent le deuxième lot. Pour maintenir les circulations ferroviaires, l'attaque des souterrains s'effectue à partir de puits disposés latéralement par rapport aux tunnels à construire. Une galerie d'approche fait la jonction. À partir d'une galerie d'attaque, on procède aux abattages latéraux par tranche de 1,60 m de longueur. La voûte est alors construite symétriquement depuis les naissances vers la clé. Constituée de moellons, elle prend appui provisoirement sur le sol. Des injections de ciment comblent les vides entre la maçonnerie et le terrain. Ensuite, la terre, le stross comme on dit, est enlevée et les pieds droits sont construits sous la voûte. Quand le terrain encaissant n'est pas assez résistant pour supporter la voûte sans tassement important, cette méthode ne peut être appliquée. Dans ces zones, les pieds droits sont construits en puits avant enlèvement du stross. La voûte et les pieds droits sont reliés par un clavage en maçonnerie. Après ces opérations, le radier est coulé. Un enduit étanche est projeté sur toute la surface de l'ouvrage. Cet enduit est protégé par un deuxième rouleau de maçonnerie qui recevra tous les scellements nécessaires sans perforer l'étanchéité. La réalisation n'est pas sans présenter quelques difficultés. Dans la galerie d'attaque exiguë, l'éterrassement s'effectue par petites parties afin d'éviter toute déconsolidation du sol, car à 5 mètres au-dessus de la voûte, les trains continuent de rouler. Les abattages latéraux effectués par tranche de 1,60 m préparent l'emplacement de la voûte. Cette méthode traditionnelle d'attaque présente le maximum de garantie en raison de sa facilité d'adaptation aux différentes natures de terrain et des risques de tassement réduits au minimum. Moellon par moellon, la voûte de 0,70 m d'épaisseur est construite jusqu'à la clé. Après décoffrage, un coulis de ciment est injecté sous pression derrière la maçonnerie pour colmater les vides. La partie haute de la voûte terminée, les excavatrices enlèvent le stross pour édifier les pieds droits en béton. Mais lorsque le terrain n'est pas sûr, on recourt à la main de l'homme pour creuser les puits dans lesquels seront construits les pieds droits. La liaison voûte-pied droit est obtenue par un clavage en maçonnerie. La forme définitive du souterrain est donnée par le radier, voûté également en plein cintre. Enfin, on recouvre par projection l'ensemble du tunnel d'un enduit étanche qui sera protégé par un deuxième rouleau de maçonnerie. À la sortie des souterrains, les trémies de raccord ont été construites en partie à l'aide des murs moulés.
2 mars 1969. En pénétrant pour la première fois dans les installations nouvelles, les voyageurs peuvent satisfaire leur curiosité avivée par 4 années de travaux. Dès le premier contact, une ambiance réussie se révèle. Elle transforme ce lieu agité qu'est habituellement une gare de banlieue en un endroit accueillant. Mariage du métal mat et des couleurs calmes, large dégagement et surtout confort acoustique obtenu par l'emploi de tapis de caoutchouc et de revêtements absorbants. La salle inférieure offre aux voyageurs pressés des accès rapides vers le métro, les grandes lignes, les taxis et les autobus. Celui qui s'attarde davantage découvre dans un décor vigoureux où s'incorpore de solides compositions murales, un ensemble de services décidés à le satisfaire. Les importants travaux de la gare d'Austerlitz ont permis de désenclaver sans augmentation de la surface au sol les emprises ferroviaires. Les clients du rail, qu'ils soient voyageurs de grandes lignes ou de banlieue, y trouvent chacun leur avantage.